Bonsoir. L'immigration est souvent synonyme d'invasion de boat people ou de difficultés d'intégration. Du coup, beaucoup rêvent de construire une Europe forteresse, repliée sur elle-même. Nous nous trouvons ici, devant le centre fermé de Vothem, dans lequel nous allons pouvoir pénétrer. Mais dans d'autres régions du monde, c'est le contraire. Au Canada, par exemple, ils se sont lancés dans de véritables campagnes de recrutement d'immigrés pour éviter de tomber en panne de main-d'œuvre à cause du vieillissement de la population. Une pénurie qui nous guette également. Au train où vont les choses, dans 50 ans, l'Europe manquera de 50 millions de travailleurs. Bien difficile dans ces conditions de payer nos retraites. D'où cette question, l'immigration est-elle un problème ou au contraire la solution? De Lampedusa à Montréal en passant par Londres, l'équipe d'investigation a fait le tour de la question pour vous. Nous allons d'abord nous rendre à l'une des portes d'entrée emblématiques de l'Europe, à Lampedusa, où affluent des milliers de clandestins après une traversée périlleuse de la Méditerranée, le plus souvent pour se retrouver derrière des grillages. Nos caméras ont également pu pénétrer à l'intérieur du centre fermé de Vothem. L'immigration est-elle un plus pour l'économie? Nous allons calculer le coût des immigrés en Belgique, ou plutôt leur gain, car l'immigration serait tout compte fait une bonne affaire pour les caisses de l'État. Le Canada l'a bien compris, il recrute des immigrés à tour de bras et se profile en nouveau rêve américain. L'intégration, réussite ou échec, état des lieux dans 3 villes d'Europe: Vénissieux dans la banlieue lyonnaise où la violence est récurrente, Verviers où le travail vers l'intégration est quotidien, et puis Londres où c'est chacun pour soi, mais où tout le monde est le bienvenu. Pour commenter ces enquêtes, nous allons rencontrer deux femmes, Cecilia Malmström, la commissaire européenne à l'immigration, et Rachida Dati, une fille d'immigrés marocains et algériens, devenue ministre de la Justice en France. Depuis 15 ans, au moins 14 000 clandestins venus d'Afrique du Nord sont morts en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'île italienne de Lampedusa, porte d'entrée de l'Europe. Nous allons retracer le parcours de ces candidats à l'immigration illégale qui tentent de rejoindre l'Europe. Un document fort signé Sébastien Rosenfeld, Recep Ametaj, Ghislain Federspiel et Marie-Emmanuelle Pinault. Ils viennent du Nigeria, du Ghana, du Pakistan, de la Libye ou de la Tunisie. Des hommes, des femmes et des enfants avec un rêve, trouver un avenir. C'est un rêve, je suis en Europe maintenant. Entre 300 000 et 500 000 illégaux pénètrent chaque année dans l'Union européenne. Un parcours de plusieurs milliers de kilomètres au péril de leur vie. J'espérais que les Italiens viennent nous sauver. Nous étions depuis si longtemps en mer. Mais la réalité souvent dure et froide. Arrêtés à leur arrivée ou plusieurs années plus tard, ces sans-papiers aboutissent dans les centres fermés. Ultime étape avant le rapatriement forcé. On ne perd jamais de vue qu'on a en face de nous des personnes qui bien souvent sont en souffrance. Pour la première fois depuis des années, le personnel de l'Office des étrangers raconte son quotidien. De l'île italienne de Lampedusa au centre pour illégaux de Vothem, nous partons à la rencontre de ceux qui vivent l'immigration clandestine de chaque côté de la barrière. Lampedusa a des airs d'île paradisiaque avec ses plages d'eau turquoise. Un bout de rocher italien perdu au milieu de la Méditerranée, à 167 km de la Tunisie. Depuis le soulèvement dans les pays arabes, ce ne sont pas des touristes qui débarquent en masse, mais des migrants. Une partie du port de pêche est désormais inaccessible à cause de leurs embarcations qui s'accumulent depuis des mois. Sur chacune une date, celle de leur arrivée. La couleur rouge signifie que des personnes sont mortes durant la traversée. La porte de l'Europe est un hommage aux 14 000 clandestins décédés en 15 ans. Érigé en 2008, ce monument est le premier que découvre le naufragé lorsqu'il arrive à Lampedusa. Symboliquement, ceux qui s'en sortent écrivent la date de leur venue. Après 10 jours de tempête, le temps est au calme. Pour les gardes-côtes italiens, c'est le signe d'un nouveau débarquement. Nous engageons avec les autorités une course-poursuite. Elles viennent d'appréhender plus de 250 clandestins. Nous savons que dès leur arrivée à quai, ils vont être transférés dans un centre fermé inaccessible aux médias. Sur les pontons des navires militaires, des êtres fatigués, des rescapés. Nous avons perdu de l'essence. Plus rien ne marchait. Le bateau dérivait en pleine mer, on ne contrôlait plus rien. Alors les autorités sont arrivées pour nous secourir.
Là-bas, en Libye, il y a des morts. Les gens meurent tout le temps. Nous sommes partis pour sauver nos vies. Originaires du Nigeria, du Ghana ou de Tunisie, ils attendent depuis des semaines un signal de leur passeur, le prix du voyage, des années de salaire. Ça dépend, on a tous payé un prix différent. Certains ont donné 1000, d'autres 1500 $ ou d'autres 700 $. Ces hommes ne réalisent que maintenant les dangers de leur traversée. Épuisés mais heureux d'être sains et saufs, ils se laissent guider par les sauveteurs et les policiers. Un premier contact avec l'Union européenne, dur et froid. Je me sens stressé. Je pense que j'ai échappé de peu à la mort. Heureusement que les militaires étaient là pour nous sauver. Je suis heureux d'être un survivant. Je travaillais en Libye, mais plus personne ne nous paye là-bas. Alors j'ai arrêté le travail, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû quitter la Libye. C'est un rêve qui devient réalité. J'ai réussi à partir de Libye. Je suis maintenant en Europe. Je vais bien. J'ai réussi à sauver ma vie aujourd'hui. Des ONG sont présentes à chaque arrivée de clandestins. Vittoria fait partie de Médecins sans frontières. Elle en est à sa 3e mission à Lampedusa. Son rôle est de déterminer l'état physique de chaque migrant. Les cas les plus graves vont directement à l'hôpital. Cette fois-ci, elle observe quelques cas de déshydratation, mais pas de blessures graves. Nous essayons de les mettre le plus possible en confiance. Nous leur expliquons qu'ils viennent d'arriver à Lampedusa, que c'est l'Europe, car la plupart d'entre eux ne savent même pas où ils sont. Ce jour-là, ce n'est pas une, mais 2 embarcations qui arrivent de la côte libyenne. Ils sont presque 200 et viennent de vivre plus de 23 heures, entassés les uns sur les autres. Un véritable calvaire sur ce qui ressemble plus à une coque de noix qu'à un véritable bateau. Une vedette rapide arrive avec à son bord les passagers les plus faibles. 16 femmes et 5 enfants. Là encore un miracle. Tous les clandestins sont sains et saufs. Cette fois-ci, les policiers italiens nous tiennent à distance. Nous tentons de nouer le contact. Et soudain, après le premier choc psychologique, chacun semble sortir de sa torpeur. Where do you come from? Où est-ce que vous venez? Vous venez d'où? Combien de temps? Libya. À quel les policiers opèrent un tri entre les nationalités. Direction les 2 centres fermés de l'île d'une capacité maximum de 1000 places. Pour Frontex, l'agence européenne chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, l'opération est un succès. Nous avons d'abord transféré une femme enceinte avec un problème sérieux de santé du bateau de clandestins à une vedette rapide. Nous avons ensuite transféré d'autres migrants sur des bateaux des gardes-côtes. D'après nos informations, 2 passeurs sont aux mains des policiers. Ils risquent de 2 à 28 ans de prison. Mais pas question de nous en dire plus. Ce navire de croisière attend depuis une semaine ses passagers. Ce ne sont pas des touristes, mais des illégaux. Après l'enfermement dans des conditions précaires, le voyage continue pour ces familles. Un geste naturel comme un père pour son enfant, cet officier semble oublier un instant le drame qui se noue. Avec un sac poubelle bleu comme seul bagage, ils embarquent vers l'inconnu, mais croient encore en leur chance. Pour cet homme, un autre combat commence, l'obtention d'un permis de séjour dans l'Union européenne. Nous les amenons en Italie, dans 3 destinations différentes. La première, Naples, ensuite Gênes, dans le nord du pays, et enfin à Cagliari, en Sardaigne. Nous transférons 641 personnes, dont 57 femmes et 12 enfants. Tout est désormais sous contrôle, ce qui était loin d'être le cas en février dernier lors de l'arrivée massive de Tunisiens. Georges Alexandre milite pour les droits humains. Il vit sur l'île depuis 6 mois. Dans son camion, il conserve sur son ordinateur les moments forts de cette période.
Les Tunisiens ont commencé à arriver sur l'île et le gros boom, ça a été le 9 février quand 204 Tunisiens sont arrivés. Les autorités étaient débordées et là les gens ils se demandaient mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Au quai d'arrivée donc des ferries, ils étaient parqués comme du bétail, ils dormaient sous des petites tentes qu'ils avaient eux-mêmes improvisées en volant ou en récupérant des bouts de plastique ou de sacs de poubelle pour se faire des tentes. Ils faisaient des températures quand même de 7 à 8 degrés à ce moment-là. Alors que le navire s'éloigne, une centaine de Tunisiens restent bloqués dans le centre fermé. Ils font une grève de la faim. L'un d'eux s'est même ouvert les veines. Mais rien n'y fait. Un accord entre l'Italie et la Tunisie prévoit leur expulsion directement vers leur pays d'origine. Lampedusa est l'une des portes d'entrée de l'immigration clandestine. Mais ce n'est pas la seule. Il y a la voie traditionnelle par le Maroc et le détroit de Gibraltar, mais aussi l'axe grec, et enfin une longue frontière terrestre de la Slovénie jusqu'aux Pays-Baltes. Il existe 224 centres pour illégaux dans toute l'Union européenne, dont 5 en Belgique. Situés en province de Liège, Vothem est l'un d'entre eux. Exceptionnellement, nous pouvons filmer à l'intérieur et rencontrer le personnel et ses résidents. Pour le clandestin, ces grillages signifient souvent la fin de son parcours après des années dans l'ombre. Arrêté lors d'un banal contrôle de papier, il se retrouve pris en charge par l'Office des étrangers. Cette privation de liberté nous rapproche un petit peu des prisons, mais c'est vraiment le seul parallélisme qu'on puisse faire. Parce que le centre fermé, c'est vraiment c'est une privation de liberté, certes, mais ce n'est pas une punition. Et la privation de liberté a lieu le temps nécessaire à ce que les mesures en vue d'éloignement de la personne soient réalisées. Celles-ci tournent aux alentours d'une trentaine de jours. Cet homme d'origine guinéenne arrive au centre pour la première fois. Une procédure s'enclenche. Tout d'abord, l'identification. La prise d'empreinte est obligatoire. Elle part vers une banque de données européenne, Eurodac. Barbara est la responsable des entrées et des sorties. Elle tente de récolter un maximum d'informations pour préparer le dossier de rapatriement. C'est délicat parce que les personnes viennent de l'extérieur ou elles ont déjà été interpellées, donc arrêtées. C'est jamais agréable d'être privé de sa liberté. On sait qu'on rentre dans un centre fermé dont on connaît l'aboutissement, donc on sait que le risque d'être rapatrié vers son pays d'origine est important. Donc oui, c'est clair, ça génère pas mal de stress. La deuxième étape consiste à se renseigner sur l'état de santé du clandestin. Pierrot est infirmier. Il pose une série de questions pour cerner d'éventuels problèmes. Prise de tension, poids, un check-up complet. Vu leur parcours, des fois ils ne se connaissent pas eux-mêmes et c'est là qu'on peut déceler des diabètes, des problèmes de tension et d'autres problèmes de maladie. Ali, d'origine algérienne, est là depuis plusieurs semaines. Il accepte de répéter ses gestes, l'occasion pour lui de nous parler. J'ai quitté mon pays, j'étais d'abord en Italie. D'Italie, j'ai resté quelques temps et voilà, de là j'ai pris le train, je suis venu ici. Voilà, j'ai débarqué en Belgique, j'étais à Bruxelles, de Bruxelles je suis venu ici à Liège. Et ça fait exactement 10 ans que je suis maintenant ici à Liège. J'ai eu des problèmes par rapport à la justice. Et j'ai rentré dans ce centre fermé 3 fois. C'est ma 3e fois ça là. Exclusivement réservé aux hommes majeurs, le centre fermé de Vothem possède 140 places. Lors de notre passage, 118 personnes occupent les 4 ailes de la structure. Des éducateurs sont présents pour proposer des activités, répondre aux demandes. Beaucoup, au bout d'un certain temps, peuvent aussi avoir des états d'âme, ont besoin de faire sortir leur colère, leur frustration. Et nous, on est là et on essaie de catalyser tout ça et on est à leur écoute. Une espèce de grand frère, quoi. Entrée dans la clandestinité après le non-renouvellement de sa carte d'identité, El Mehdi tente de faire valider son récent mariage avec une Belge. Ma femme, ça fait 1 an que je suis avec elle. Là, maintenant, il pleure. Là, maintenant, il souffre. Ici, on peut rester ici. Je peux revenir, on va revenir. Si on ne peut pas rester, là, il va rester avec moi. Parce qu'on s'aime. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On vient de recevoir un document de Bruxelles et vous êtes libéré. Barbara annonce à ce jeune homme de 20 ans qu'il peut repartir libre, ou presque. Il a 7 jours pour sortir de l'Union européenne. Là, je suis dépassé, je suis ému, je suis content, je ne sais pas quoi faire. Une grosse majorité des cas va être refoulée dans son pays d'origine. On compte 2 tiers de départ du centre fermé par des rapatriements. Et environ 1 tiers des cas par des libérations, comme monsieur aujourd'hui. Lorsque nous l'accompagnons jusqu'à la sortie, il nous dit qu'il pense cette fois revenir au pays. Mais il sait, comme l'administration, que personne ne va vérifier. Il disparaît tranquillement. Pour aller où? Mystère.
Voilà, nous trouvons à présent à la Commission européenne, au Berlaymont, ici à Bruxelles, en compagnie de Cecilia Malmström. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes commissaire européenne en charge de l'immigration. Alors vous êtes suédoise, mais vous parlez parfaitement bien français. Qu'est-ce qu'il faut penser là de ce reportage? Est-ce que l'Europe est quelque part un peu désemparée face à cette immigration clandestine? Eh bien, je pense que tout le monde a été un peu surpris par les événements en Afrique du Nord. Premièrement, je crois qu'il faut se réjouir parce qu'il y a une vague de démocratie en Tunisie, aussi dans certaines parties de la Libye, mais aussi en Égypte. Il faut s'en réjouir qu'il y a une nouvelle vague de gens qui veulent la démocratie, les droits de l'homme. Alors cette vague de démocratie, elle entraîne une vague d'immigrés sur les côtes européennes. Donc c'est ça, en tout cas, qui a posé problème ici en Europe. Mais il faut aussi s'en souvenir que très peu de ces gens viennent en Europe. Nous avons eu environ 32 000 de Tunisiens qui sont venus. Bien sûr, ça pose des pressions sur Lampedusa, cette toute petite île, comme vous l'avez montré dans le reportage, une pression énorme. Mais aussi en Libye, 1 million ont quitté la Libye à cause du conflit, à cause de la guerre. De ces 1 million qui sont venus dans les pays voisins... 1 million d'Africains qui travaillaient en Libye. Et d'Africains qui travaillaient en Libye, des gens d'Érythrée, de Soudan, Somalie. Les dirigeants italiens, qui eux sont vraiment en première ligne, ils ont parlé à un moment donné d'un risque d'exode biblique. Ils étaient vraiment alarmistes. Ça veut dire quoi? Qu'ils craignaient qu'1 million de gens d'Afrique viennent en Europe, et vous êtes en train de dire que finalement, bon, 30 000, 32 000, c'est pas grand-chose? Je ne vais pas bagatelliser la pression sur l'Italie, bien évidemment. Les gens de Lampedusa ont beaucoup souffert pour cette pression, et la petite île de Malta, où sont venus environ 1500, 2000, qui est une toute petite île, bien sûr aussi, mais il faut aussi mettre les choses en perspective. Alors, le débat en ce moment en Europe, c'est de renforcer les règles de la libre circulation, en tout cas de Schengen, et de pouvoir, dans certains cas, plus facilement fermer les frontières. Est-ce que finalement c'est un pas en arrière? Est-ce qu'on se dirige vers moins d'Europe? Je pense que la réponse ne peut pas être moins d'Europe, la réponse doit être plus Europe. Il peut y avoir des cas où, pour des raisons particulières, dans les extrêmes conditions, quand rien d'autre marche, qu'on peut éventuellement suspendre les frontières. Mais ceci doit être l'effet d'une procédure européenne, ensemble, et il faut à tout prix éviter qu'un État membre commence à fermer ses frontières. Est-ce qu'on se dirige vers une Europe forteresse? Est-ce qu'on se dirige vers une Europe repliée sur elle-même? Quand on entend certaines rhétoriques, on pourrait le penser, mais je ne pense pas. Certaines rhétoriques, c'est quoi? Certaines rhétoriques parmi les leaders politiques qui réclament donc pas que l'extrême droite, vraiment des leaders politiques. Oui, on pourrait le penser, parce que la responsabilité, la réponse européenne face aux événements en Afrique du Nord ne peut pas être fermer les frontières. On doit travailler en partenaire avec ces gens-là. Alors l'Europe doit être ouverte. A priori, là, on est face à une bombe à retardement démographique. Bonne nouvelle, on vit de plus en plus vieux. Mauvaise nouvelle, on ne fait pas assez d'enfants. Donc c'est vos propres statistiques. Hein. On risque, dans 50 ans, de se retrouver avec un trou de 50 millions de gens dans la population active européenne. Alors comment on fait face à ça? C'est pour ça qu'il faut voir la migration aussi comme une possibilité. Nous aurons besoin de ces gens-là en Europe pour pouvoir maintenir nos systèmes sociaux. Plus qu'aujourd'hui? Oui. Donc il va falloir ouvrir les vannes? Non, pas ouvrir les vannes, mais il faudra que nous discutions ensemble, et ça va bien sûr varier entre les pays. Il n'y aura pas de solution miracle, et ce n'est pas à Bruxelles d'organiser tout cela, mais nous pouvons peut-être faciliter faciliter certains groupes de venir dans les pays pour éliminer la bureaucratie et pour la qualification des certificats et d'éducation et tout cela. Est-ce qu'on se dirige, Cecilia Malmström, vers une sorte de course au capital humain face aux Américains, face aux Canadiens, face aux autres pays développés dans le monde qui sont confrontés aux mêmes problèmes démographiques que nous? Est-ce qu'il va y avoir une course pour avoir la main-d'œuvre la plus qualifiée, que ce soit des cerveaux, mais également qualifiée sur le plan technique? Oui, il y a un élément de ça dans le futur aussi, qu'il y a une compétition de cerveaux et de main-d'œuvre, oui. D'accord. Il faut que l'Europe soit attractive. Il faut que nous pouvons attraire, pouvons faire ces gens-là venir. Oui, mais les Américains et les Canadiens, on va le voir dans le reportage à suivre, eux, ils savent le faire. Oui. Est-ce que nous, on est prêts à le faire? Je ne crois pas.
Je crois qu'il faut faire beaucoup plus. Merci beaucoup, Cécilia Malmström. Où est-ce que vous avez appris à parler le français comme ça? En France. En France, d'accord. Bon. Heido, c'est comme ça qu'on dit au revoir en suédois? Oui, Heido, merci. Heido. Merci beaucoup. Nous allons à présent parler de l'immigration choisie et d'un cas concret au Canada. Là-bas, au Canada, ils n'ont pas de souci d'immigration clandestine. Fatalement, ils sont bordés par 2 océans. Ils ont les États-Unis au sud et au nord, ils ont la banquise. Mais eux sont à la recherche d'immigrés. Ils vont les recruter dans tous les pays du monde, mais une main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes allés là-bas. Un reportage réalisé avec Cécile Verrier, Damien Loumet, Bruno Spaak et Laetitia Cabouy. Conséquence logique du baby-boom d'après-guerre, l'Europe amorce désormais un papy-boom. Une véritable bombe à retardement car la population active en Europe va se dégarnir à toute allure. Parmi les options, le recours à l'immigration, mais en Europe, les immigrés ont mauvaise presse. En général, les habitants, les citoyens belges pensent que les immigrés constituent un fardeau, qu'ils coûtent, que ce sont peut-être parfois même des profiteurs. Or, comme nous allons le voir dans notre enquête, c'est le contraire. Globalement, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. D'autres pays développés l'ont bien compris, à commencer par le Canada. Le gouvernement québécois a déjà entrepris une campagne de recrutement de main-d'œuvre à travers le monde. On va faire la promotion du Québec. On va aller faire des séances d'information. On va aller chercher les meilleurs talents. À cause du vieillissement, une véritable course mondiale au capital humain devrait s'amorcer dans les prochaines années. Les vieux pays développés devront attirer les meilleures forces vives. Et dans cette course, certains ont déjà une longueur d'avance. C'est le coup de feu dans la cuisine de ce restaurant de la Grand Place de Bruxelles. Simon, congolais, et Abdoul, togolais, sont derrière les fourneaux. Sans eux et leurs dizaines de milliers de collègues immigrés, il n'y aurait sans doute plus de plats à servir dans la moitié des restaurants de Belgique. Difficile à croire dans un pays qui compte 750 000 chômeurs, mais la main-d'œuvre qualifiée manque cruellement. Nos travailleurs aujourd'hui dans le secteur, en provenance de l'immigration, on pourrait dire que ça représente 50%. Donc ce sont des gens qui sont là de première génération, deuxième, voire troisième, quatrième génération et qui aujourd'hui travaillent dans l'ORECA, dans tous les postes qu'offre l'ORECA, du plus petit au plus grand. Donc sans cette main-d'œuvre, certainement que l'ORECA serait encore plus en pénurie. Aujourd'hui, on pourrait engager directement 25 000 personnes. Simon et Abdoul nourrissent les clients du restaurant, mais pas seulement. Ils alimentent également l'économie belge, car ils consomment et paient des impôts. Généralement soupçonnés de venir en Europe pour y bénéficier du chômage et des allocations familiales, en fait, les immigrés rapporteraient plus qu'ils ne coûtent. C'est ce qu'a démontré une récente étude en France. Qu'en est-il en Belgique? Nous avons demandé à David Delacroix, professeur à l'UCL, d'évaluer pour nous le coût de l'immigration. En France, le solde positif s'élève à 12,5 milliards d'euros par an. Je serais tenté de simplement rééchelonner ce solde pour prendre en compte le fait que la Belgique est plus petite que la France, et puis regarder si nos immigrés sont un peu du même genre que ceux qui existent en France. Or, il se fait qu'en Belgique, les immigrés sont un peu plus qualifiés que la moyenne en France, et donc l'étude française serait un peu trop pessimiste si on l'applique à la Belgique. Donc, je serais tenté de dire, prenons ce 12,4, divisons par 6 et disons-nous que c'est une borne inférieure, que c'est un minimum. Les immigrés travaillant en Belgique apporteraient donc un bonus supérieur à 2 milliards d'euros chaque année, un chiffre qui va à l'encontre des idées reçues. Les Belges, une majorité de Belges probablement, pensent que les immigrés sont un fardeau, qu'ils sont des profiteurs, qui ne contribuent pas à notre économie. Et je suis content que des scientifiques, que des universitaires puissent démontrer le contraire et démontrer que la majorité, que globalement, les immigrés contribuent aussi au développement de la Belgique, à la consommation en Belgique.
L'eurodéputé Frédéric Dardenne suit ces questions de près. Avec sa population vieillissante, l'Europe se retrouve face à une bombe à retardement démographique. Selon les projections de la Commission, à partir de 2013, la population active va commencer à diminuer et pourrait manquer de plus de 50 millions de personnes d'ici 2060. Dans les couloirs du Parlement européen, ces enjeux agitent les élus, car pour l'heure, l'immigration est encore très mal perçue en Europe. En Europe, et au lieu de regarder l'immigration comme une opportunité, on le regarde comme un danger énorme pour la survie. Il ne faut pas laisser ces questions dans les mains des gens de l'extrême droite, égoïstes, qui ne cherchent qu'à court terme. Il faut regarder ça avec beaucoup de rationalité. C'est difficile le dossier de l'immigration. C'est difficile le dossier de l'immigration et pourtant, pour la Commission, c'est clair. La politique européenne d'immigration jouera un rôle clé face aux pénuries de main-d'œuvre. Il faut faire en sorte que l'immigration soit régulière, parce qu'on ne peut évidemment pas fonctionner avec une immigration illégale, irrégulière. Et donc c'est toute une série de démarches à coordonner au niveau européen, notamment la politique des visas, la politique également de partenariat avec des pays, pour pouvoir ainsi accueillir dans la régularité un certain nombre d'immigrés. Face à ce défi démographique, l'Europe va donc devoir s'organiser et vite, car le reste du monde, lui, n'attendra pas. Bonjour, bienvenue à Montréal, ici la vie est belle. Le Québec, ce n'est pas seulement le pays des caribous, du sirop d'érable et de Céline Dion, c'est également le nouveau rêve américain. La belle province a une crainte, tomber en panne d'employés. Comme en Europe, les 8 millions de Québécois vieillissent. Du coup, Montréal s'est lancé dans une vaste opération de recrutement de main-d'œuvre étrangère. On prévoit que d'ici 2014, il y aura 740 000 emplois comblés. Et on dit qu'on prévoit que 15 % de ces emplois-là seront comblés par la population immigrante, donc les nouveaux arrivés. Donc le Québec mise sur une immigration qui est jeune, qui parle français. Évidemment, au Québec, on tient à la pérennité aussi de la langue française, qui est scolarisée dans tous les niveaux. On a besoin autant des ingénieurs, par exemple. C'est des domaines qui sont très en demande, par exemple, l'aérospatiale, l'aéronautique. On en a besoin. On a besoin aussi dans le domaine de la santé. Donc, on va aller chercher, on a une grille de sélection qui va nous permettre, à travers le monde, d'aller chercher ces talents-là et pour venir ici trouver un travail et des gens dont on a vraiment besoin. Avec 31 000 employés, CGI est le premier groupe canadien de services informatiques. Bernard Labelle est à la tête de la division de Québec et il a impérativement besoin de nouvelles recrues pour se développer. Dans certains secteurs, on fait face à des pénuries de main-d'œuvre, c'est-à-dire que dans certains profils, les universités ne produisent pas suffisamment de candidats. Donc, depuis les dernières années, certaines de nos unités d'affaires, c'est le cas de la mienne dans la ville de Québec, mais c'est le cas aussi ici à Montréal, ont commencé à se tourner vers le recrutement international pour combler ces importants besoins. Ça représente à peu près 30 % de nos embauches au cours des 3 dernières années. Le groupe informatique participe en permanence à des foires et à des salons à travers le monde pour recruter de jeunes talents attirés par l'aventure canadienne. Surfant sur ce phénomène, la journaliste Laurence Nadeau a écrit un guide et créé un site internet devenu de véritables bibles pour les candidats à l'immigration. Si on est jeune, qu'on parle le français, qu'on a une expérience professionnelle, et même sans expérience professionnelle, avec un diplôme, ben, il y a de fortes chances. Évidemment, il ne faut pas avoir de casier judiciaire, il ne faut pas avoir une maladie qui serait un fardeau excessif pour le système de santé canadien. Et généralement, ben, il faut aussi avoir un petit pactole, un petit peu d'argent de côté. Alors, si on a tous ces éléments ensemble et qu'on est assez patient pour faire la démarche, qui prend quand même 1 année, ben oui, c'est quand même relativement facile. Cela a été relativement facile pour Rosemary de décrocher un visa temporaire. Elle est infirmière, une profession prioritaire. Elle a quitté la France en septembre dernier avec son petit ami qui lui est informaticien. Mais même lorsque l'on remplit tous les critères, les démarches administratives relèvent du parcours du combattant. Ce document-là, en fait, c'est mon permis de travail qui permet la délivrance du visa de travailleur temporaire. Voilà. Après, ça se passe à la douane. À la douane, on passe auprès des douaniers canadiens et auprès des douaniers québécois. Moi, j'avais envie de changer de pays.
Voilà. Et puis, bon, c'est un pays francophone, donc ça simplifie entre guillemets les choses parce que bon, la langue avec l'accent québécois. Il y a quand même tout un langage à apprendre, des intonations à apprendre, etc. pour soigner des gens, sinon on ne se comprend pas. Moi, les 2 premiers mois d'exercice, les gens ne me comprenaient pas et je ne comprenais pas forcément ce qu'on me disait. C'est vrai qu'au Québec, on a de la misère à se garoucher dans une jazette avec un tume sans passer pour un épais. Oui, on tient un bloc. Ah oui, ça faut faire attention. Donc ici, les claquettes, les tongs. Alors, un tong, c'est un string. Des gougounes, c'est des tongs. Donc, on ne dit pas je suis sortie en tongs. Parce que là, on va nous regarder avec des yeux ronds, là. Rosemary veut à présent obtenir un visa permanent, car à Montréal, la vie est douce, le rythme de travail est plutôt tranquille, tout en offrant des perspectives de carrière, et l'immobilier est plutôt accessible. Montréal est une ville où, par rapport au salaire et au coût de la vie, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est peut-être pas le salaire le plus mirobolant que vous aurez jamais eu, mais par contre, vous allez peut-être payer un petit peu moins cher votre logement, l'éducation, la nourriture, et au final, ça va être un petit peu plus rentable d'être ici. C'est un peu plus rentable, voilà pourquoi les places restent limitées. Environ 50 000 immigrés sont acceptés chaque année et pour en faire partie, il faut obtenir suffisamment de points lors de l'entretien avec les services d'immigration. Alors, il y a un système de pointage selon vos diplômes, votre expérience professionnelle, votre âge. Plus vous êtes jeune, plus vous avez de points, en fait. À partir d'un certain âge, vous perdez carrément tous les points qui sont attribués à l'âge, votre connaissance du français et votre connaissance de l'anglais également. Et il y a aussi des points qui sont plus aléatoires, c'est-à-dire lors de l'entrevue de sélection avec l'agent d'immigration, il va considérer votre potentiel au niveau de l'intégration. Les autorités québécoises misent beaucoup sur l'intégration. Il faut avoir l'envie de vivre à la canadienne, un style de vie qui offre beaucoup de liberté, mais tout de même, sur le forum du site internet de Laurence Nadeau, les questions des candidats à l'immigration réservent parfois quelques surprises. Des gens qui demandent si la polygamie est acceptable, toutes sortes de choses, et parfois des débats très très chauds évidemment, là, mais on en voit toutes les couleurs. Ici, on a une boulangerie polonaise, un peu plus loin, une épicerie russe, encore un peu plus loin, une épicerie coréenne et japonaise, donc un peu de tout. Grosso modo, c'est une espèce de melting pot, comme on dit en anglais, qui fait un peu la douceur de Montréal aujourd'hui. Le Québec encadre ces nouveaux arrivants. Les services d'immigration dispensent des séances d'information pour apprendre comment on vit au Québec. Ces personnes-ci viennent principalement du Maroc, d'Haïti ou du Brésil et sont médecins, informaticiens ou mécaniciens. Au Québec, l'immigration, c'est un avantage, c'est un plus. Et on le voit très positivement. Et on sait à chaque année combien il y aura de nouvelles personnes qui vont arriver. Le Québec est ouvert à ça et on sait que ces gens-là viennent contribuer. Ils vont acheter une maison, ils vont se construire, les enfants vont aller à l'école, ils font partie de notre vie. Et pour les immigrés, c'est une toute nouvelle vie qui commence, une aventure source de désillusion pour certains. Il faut parfois accepter de repartir à zéro, accepter de reprendre des études si les diplômes et qualifications acquises à l'étranger ne sont pas reconnus. Tous ne démarrent donc pas au sommet. Mais là-bas, la reconnaissance se fait au mérite et il est possible de monter vite. C'est aussi ça, le rêve américain.